Je venais juste de franchir les portes de l'hôtel quand je l'ai entendu le dire. Oh, tant mieux. L'homme à tout faire est enfin arrivé. Elle ne s'adressait pas à moi. Elle parlait de moi. Assez doucement pour faire semblant que je n'étais pas censé l'entendre, mais assez fort pour que tous ceux qui l'entouraient se mettent à rire. Je me suis figé au beau milieu du hall. Je portais ma plus belle chemise, des chaussures que j'avais cirées depuis le petit matin. Et juste comme ça, à 64 ans, je me suis senti comme un vieil imbécile qui venait d'entrer dans une pièce où il n'avait jamais été le bienvenu. Ce qui a rendu la chose encore plus douloureuse, c'est que la femme qui venait de prononcer ces mots était sur le point de devenir la belle-mère de mon fils. Et elle n'était pas la seule à penser ainsi. J'ai failli faire demi-tour et m'en aller. Un de mes pieds pivotait déjà vers la sortie. Mais à cet instant précis, mon fils est apparu. Il s'est frayé un chemin en douceur à travers la foule, s'est approché, s'est penché vers mon oreille et a chuchoté « Papa, fais-moi confiance, juste pour ce soir. » Il n'a rien expliqué d'autre. Juste cette phrase et un regard que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Eux non plus. Je m'appelle Raymond Dupont. Ceux qui me connaissent m'appelleraient. J'ai 64 ans et je vis sur un domaine de 13 hectares à la sortie de Belin-Béliais, à environ 60 km au sud de Bordeaux, dans la Gironde, là où les pins des Landes commencent à prendre le dessus. Où les routes se rétrécissent et où les maisons sont suffisamment espacées pour qu'on puisse encore s'entendre penser. Je suis né ici. Mon père a travaillé cette terre avant moi. Il était tuyauteur sur les plateformes pétrolières et éleveur de bétail à temps partiel. Et je l'ai suivi dans les champs à 18 ans. J'ai passé 22 ans à faire de la maintenance d'équipements sur des opérations de forage. Et quand j'ai pris ma retraite à 55 ans, je suis revenu sur le domaine. Des légumes, quelques têtes de bétail, un petit verger de noyers avec lequel je me dispute encore chaque automne. Rien qui ne fasse se redresser les inconnus quand vous le décrivez. Mais c'est honnête. C'est à moi. Et chaque mètre carré provient du travail. Le genre de travail qui reste incrusté dans vos mains. J'ai des callosités sur les paumes depuis l'âge de 12 ans. Ma femme Colette était le genre de femme dont le monde ne fabrique plus assez d'exemplaires. Discrète et forte, d'une perspicacité redoutable concernant les gens. Elle pouvait cerner une personne en 5 minutes et avoir raison à son sujet pour les 20 années suivantes. Nous avons élevé 2 enfants ensemble dans cette maison. Ma fille Juliette a 31 ans aujourd'hui. Elle a épousé un professeur d'histoire du lycée nommé Guillaume. Ils vivent dans le quartier des Chartrons à Bordeaux avec leur petit garçon Léo, qui est l'enfant le plus drôle que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et puis il y a Damien, 33 ans, ingénieur en génie civil et agricole qui a été diplômé de Bordeaux Sciences Agro avec une bourse d'excellence. Le voir monter sur cette estrade pour recevoir son diplôme a été le 2e jour de ma vie où j'ai été le plus fier. Le premier a été le jour de sa naissance. Le 3e a été le jour où je me tenais au chevet de Colette à l'hôpital, et où elle m'a serré la main en disant « Ces enfants sont formidables, Ray. Ils vont très bien s'en sortir. » Elle est partie 2 jours plus tard. Une insuffisance cardiaque, rapide et impitoyable. C'était il y a 5 ans, et je ne vais pas prétendre que cela ne me coupe pas encore le souffle parfois. Damien et moi nous sommes rapprochés après le décès de Colette. Il venait à la ferme tous les week-ends sans faute. Nous travaillions ensemble le matin, déjeunions sur la terrasse à l'arrière, et parlions jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la ligne des arbres. Il réussissait bien, faisant du conseil en système d'irrigation et en gestion des terres pour des exploitations agricoles dans tout le sud-ouest de la France. Un bon salaire, une belle vie. Mais plus que tout cela, il était présent. Il était mon fils dans tous les sens du terme. Il y a environ 20 mois, il a ramené quelqu'un à la maison. Elle s'appelait Victoire de Belmont. Elle venait de Biarritz. Ce genre d'argent de Biarritz qui n'a pas besoin de s'annoncer, mais qui le fait quand même par de petits détails calculés. Son père, Pierre-Édouard de Belmont, dirigeait une holding avec des intérêts dans l'immobilier commercial. Sa mère, Claire, siégeait dans des conseils d'administration d'œuvres caritatives et n'avait jamais de sa vie dit quelque chose qu'elle n'avait pas répété au préalable. Lorsque Damien a présenté Victoire lors d'un dîner dominical à la ferme, elle a souri tout le temps. Gracieuse, mesurée, pas une seule fausse note en apparence. Mais Colette m'avait toujours dit, regarde les yeux. Les sourires peuvent mentir. Les yeux demandent plus d'efforts. Les yeux de Victoire,
lorsqu'ils se sont posés sur moi, ont fait quelque chose que j'avais déjà vu et que je n'avais jamais aimé. Un inventaire silencieux, observant la cuisine, mes mains, le panneau perforé où j'accroche mes outils. Elle n'était pas impolie, n'a jamais rien dit de déplacé. Mais elle évaluait, et j'ai eu le sentiment très net que je n'atteignais pas les standards qu'elle appliquait. Je me suis dit que j'étais un père protecteur. Je me suis convaincu du contraire pendant 18 mois. Pierre-Édouard et Claire de Belmont étaient le genre de personnes qui font paraître une pièce plus petite dès l'instant où ils y entrent. J'ai visité leur propriété à Biarritz une fois, une maison tentaculaire, une piscine, des quartiers pour les invités, un garage pour 4 voitures abritant 2 véhicules dont je ne pouvais même pas donner le nom. Pierre-Édouard m'a serré la main de la façon dont on serre quelque chose qu'on est obligé de toucher. Claire m'a posé des questions sur l'agriculture de la même manière que les gens posent des questions sur un passe-temps pour lequel ils peuvent à peine dissimuler leur pitié. Elle a utilisé le mot « pastoral » pour décrire mon gagne-pain. J'ai dû confirmer plus tard qu'elle était bien condescendante, mais Damien était heureux, alors j'ai gardé le silence et j'ai continué à avancer. Puis est venu le dîner de fiançailles, au Grand Hôtel de Bordeaux, plus de 50 invités. Je suis arrivé un peu en retard à cause d'un imprévu ce matin-là, en plus du trajet. Bien que je me sois fait beau, que j'ai repassé mes vêtements et ciré mes bottes jusqu'à ce qu'elles reflètent la lumière, je suis entré en faisant de mon mieux avec ce que j'avais. Et c'est là que je l'ai entendu. La voix de Victoire s'adressant à sa mère juste à côté d'elle, basse et désinvolte. Oh, tant mieux. L'homme à tout faire a enfin réussi à venir. Je ne peux pas vous dire exactement combien de personnes l'ont entendu. Assez, en tout cas. J'ai vu une femme détourner rapidement le regard. J'ai vu un homme trouver soudain un grand intérêt au fond de son verre. La pièce a fait cette chose que font les pièces quand quelque chose de gênant les traverse, une onde de silence presque palpable. Je me suis retourné pour partir. Je veux être honnête avec vous à cet instant. J'avais déjà une main tendue vers cette porte. À 64 ans, je me sentais encore comme un enfant de 12 ans qui ne savait pas quelle fourchette utiliser. C'est ce que la honte fait à une personne. Elle se fiche de votre âge. Elle se fiche de la force avec laquelle vous avez travaillé, de la propreté de vos mains ou du temps passé à faire ce qui est juste. Elle vous ramène simplement à la version la plus minuscule de vous-même et vous met au défi d'avancer quand même. Puis Damien était là. Ces quelques mots, « Papa, fais-moi confiance », pour ce soir. Je suis resté. Le dîner s'est déroulé. Je me suis assis avec quelques collègues de Damien, des ingénieurs, des gens solides qui m'ont posé de vraies questions et m'ont traité comme un homme avec qui il valait la peine de parler. Mais toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil vers la table d'honneur où Victoire riait avec ses parents. Et Pierre-Édouard captait mon regard et le soutenait un instant avec ce regard bien à lui, celui qui dit qu'il vous a déjà catégorisé et classé dans un tiroir. Et qu'il ne fait que confirmer l'étiquette. Après le départ de la plupart des invités, Damien m'a trouvé et m'a demandé de l'accompagner jusqu'à son 4x4. Nous nous sommes assis dans l'habitacle, dans le parking couvert. Il a fermé les portières. Il est resté silencieux un moment, regardant simplement ses mains. Puis il a dit, « Papa, je dois te montrer quelque chose, et j'ai besoin que tu me laisses aller jusqu'au bout avant de réagir. » Il a ouvert son téléphone. Des fichiers audio, une quinzaine ou plus, classés par date. Avant que je puisse poser une question, il a appuyé sur lecture pour le premier. La voix de Victoire est sortie du haut-parleur. Claire, détendue, totalement différente de la femme que je regardais sourire depuis 1 an et demi. Encore 6 semaines, maman. Après je m'y mets. Une fois qu'on sera mariés, je commencerai à travailler sur la situation de la propriété. Papa a déjà des acheteurs en attente. Et la voix de Claire, imperturbable. Et si son père résiste? Et Victoire, à nouveau, presque amusée. Ce genre d'homme fait totalement confiance à ses fils. Damien lui demande de signer, il signera. Je suis resté assis là et j'ai senti le sol se dérober sous moi. La terre dont elle parlait, ma terre, se trouve dans un couloir que le département de la Gironde avait discrètement approuvé pour un projet d'extension d'autoroute environ 18 mois auparavant. La plupart des gens ne le savaient pas encore, mais Pierre-Édouard de Belmont, avec son réseau immobilier, était au courant. Il avait calculé, avec patience et précision, que mes 13 hectares vaudraient entre 8 et 12 fois leur valeur actuelle d'ici 2 à 3 ans. Et il avait orchestré les fiançailles de sa fille comme le mécanisme parfait pour les acquérir. Il y avait d'autres enregistrements.
Il y avait des vidéos. Damien avait passé 3 semaines à retourner dans la maison des Belmont, à documenter des conversations, à photographier des documents que Pierre-Édouard avait laissés sur son bureau. Il a trouvé des accords de vente préliminaires portant mon nom sur la ligne de signature. Mon nom falsifié, net, notarié avec un tampon qu'une analyse médico-légale prouverait plus tard être une fabrication. Il a trouvé des correspondances avec des promoteurs acheteurs. Il a trouvé le plan entier, étalé et opérationnel. Je ne pouvais plus parler. Je suis resté assis dans l'obscurité du 4x4, tenant son téléphone et sentant tout ce que je croyais savoir se réorganiser. « Fils », ai-je fini par dire, « qu'est-ce que tu vas faire ?» Il me l'a dit, et honnêtement, une partie de moi a résisté. Une partie de moi est un homme qui a été élevé pour résoudre les problèmes avec dignité et sans faire de spectacle. La voix de mon père résonne encore dans ma tête. Garde ça entre nous. Ne mets pas ta douleur en scène. Ne fais pas de scandale. Une partie de moi voulait dire, annulons tout discrètement. Protégeons ce qui est à nous sans tout incendier en public. Puis, j'ai pensé à la voix de Victoire sur cet enregistrement. Désinvolte, légèrement amusée. Planifiant la liquidation du travail de toute ma vie de la même manière qu'on planifie un week-end. J'ai pensé à la main de Pierre-Édouard sur l'épaule de Damien lors de ce dîner, cette tape qui disait « Elle est ton problème maintenant ». J'ai pensé à Colette et à ce qu'elle disait toujours quand j'étais sur le point d'avaler quelque chose qui ne devait pas l'être. Laisse la vérité respirer, Ray. J'ai dit, je suis avec toi jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Damien à son appartement et il m'a présenté un de ses amis. Maxime, un technicien audiovisuel qui avait déjà accepté d'aider. Ils avaient prévu un système de projection dans la salle de cérémonie, dit à la direction du lieu qu'il s'agissait d'un montage photo romantique, payer un pourboire au gérant pour qu'il s'accommode de cette installation de dernière minute. Le timing était planifié à la minute près. Maxime m'a montré comment les enregistrements montés allaient être diffusés, sous-titrés, séquencés, sans ambiguïté. Je suis rentré seul dans ma chambre d'hôtel ce soir-là. J'ai mis mon costume, le même que j'avais porté au mariage de Juliette. Je me suis regardé dans le miroir un long moment, j'ai pensé à Colette, j'ai pensé à mon père, à son père, aux 3 générations de matins très tôt, d'équipements cassés et de sueur cuite dans cette terre. Et quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Pas de la rage, pas même de l'anticipation, juste de la clarté. La cérémonie était fixée à 14 heures. Je suis arrivé tôt et j'ai regardé la salle se remplir. Le contingent des Belmont est apparu en premier. Pierre-Édouard, le torse bombé. Claire dans une robe qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de mon 4x4. Leur cercle mondain a suivi, tout le théâtre de la respectabilité. Damien se tenait à l'avant de la pièce dans son costume noir, et pour tous les autres présents, il ressemblait à un jeune marié nerveux qui attendait. Je connaissais mon fils. Je pouvais le lire à 15 mètres de distance. Sa mâchoire était contractée. Ses mains étaient immobiles. Il était prêt. La musique a commencé. Victoire est apparue au fond de la pièce dans une robe qui avait probablement sa propre assurance. Elle a remonté l'allée au bras de Pierre-Édouard, irradiant de tout ce qu'elle voulait que les gens voient. Pierre-Édouard l'a remise à Damien avec un regard que je ne peux décrire que comme victorieux, un homme convaincu qu'il venait de finaliser une transaction. Il est allé s'asseoir à côté de Claire. Claire a regardé dans ma direction. J'ai soutenu son regard et je n'ai pas baissé les yeux. L'officiant a souhaité la bienvenue à tout le monde. Les salutations ont été faites. Quelqu'un près de l'avant a commencé à pleurer. Pierre-Édouard gardait ce sourire et puis l'officiant s'est tourné vers Damien. « Damien Dupont, voulez-vous prendre Victoire de Belmont pour légitime épouse ?» Damien a levé la main. Avant que je réponde, il dit d'une voix qui atteignait chaque coin de la salle sans avoir besoin d'être élevé, « Il y a quelque chose que chaque personne ici a le droit de voir. » L'officiant a cligné des yeux. Le sourire de Victoire s'est complètement figé, et au fond de la salle, l'écran s'est allumé. Je veux ralentir le rythme pour vous raconter, car cela s'est passé lentement. La salle n'a pas compris d'un seul coup. D'abord, il y a eu de la confusion, des têtes qui tournaient, des gens qui se penchaient les uns vers les autres. Ensuite, il y a eu la reconnaissance quand le visage de Victoire est apparu sur les images, et que sa voix est sortie des haut-parleurs de la pièce. Et puis, il y a eu le silence. Pas le genre de silence calme.
Le genre où tout le monde dans une pièce arrive à la même conclusion exactement au même instant. Sa voix remplissant l'espace, une fois qu'on sera marié, je commencerai à travailler sur la situation de la propriété. Papa a déjà des acheteurs en attente. Sa mère demandant ce qui se passerait si Ray résistait. Victoire avec ce léger amusement, ce genre d'homme fait totalement confiance à ses fils. Je regardais les visages des invités plutôt que l'écran. Je savais déjà ce qu'il y avait dessus. J'ai vu une femme au 4e rang porter la main à sa bouche. J'ai vu un des amis proches de Damien se lever lentement de son siège. J'ai vu Claire de Belmont prendre la couleur du vieux papier. Pierre-Édouard était debout. Éteignez ce truc. C'est monté de toutes pièces. C'est une fabrication. L'enregistrement a continué. Le deuxième extrait montrait Pierre-Édouard dans son propre bureau, penché sur son poste de travail, la voix basse et pragmatique. Le couloir d'autoroute est approuvé. Cette terre va tripler de valeur. Il nous la faut à notre nom avant l'enquête publique. Victoire gère le fils. Nous gérons la paperasse. Un son a traversé la pièce, pas tout à fait un halètement. Quelque chose de plus lourd. Plusieurs personnes du côté de Victoire se sont levées. 2 se sont dirigées vers la sortie. Le 3e enregistrement datait de la nuit du dîner de fiançailles. Les voix de 2 femmes, clairement dans des toilettes, retravaillant leur maquillage. Victoire, je ne sais pas combien de temps encore je pourrai sourire à cet homme. Il est entré en ayant l'air de sortir d'un chantier. Claire, riant doucement, juste un peu plus longtemps. Après le mariage, Damien prendra ses distances. Nous n'aurons plus besoin de faire semblant. La salle a explosé. Je suis resté complètement immobile. J'avais promis à Damien que je resterais immobile, et je m'y suis tenu, bien que ce que cela m'a coûté, je ne vais pas essayer de le décrire. Victoire, à l'hôtel, pleurait. Les larmes coulaient vite, comme si on avait actionné un interrupteur. C'est un montage. C'est hors contexte. Damien, dis-leur. Mais Damien s'était tourné pour faire face aux invités, et sa voix était si égale que c'en était presque effrayant. Tout ce que vous avez entendu a été certifié par des analystes audio experts. Les documents de propriété portant la signature de mon père sont des faux. Ce plan est en cours d'exécution depuis plus d'1 an. Pierre-Édouard s'est précipité vers le fond de la salle, vers Maxime dans la cabine audiovisuelle. Maxime est sorti, a verrouillé la porte derrière lui, et la présentation a continué. Des documents maintenant, des accords de vente, de la correspondance d'acheteurs, des bénéfices projetés, le nom de Pierre-Édouard sur tout cela, des dates de contact qui précédaient les fiançailles de plusieurs mois. Puis, un homme au 3e rang s'est levé. Il avait peut-être 55 ans, bien habillé, mais sans ostentation. Il s'est présenté à la salle sans drame. Je m'appelle Antoine Dubois. Je suis substitut du procureur de la République pour le département de la Gironde. J'ai été invité à cette cérémonie en tant qu'ami personnel de la famille de Belmont. Il a regardé directement Pierre-Édouard. Monsieur de Belmont, ce dont je viens d'être témoin constitue des preuves d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, de faux en écriture et d'abus de confiance. Je vous conseille de ne pas quitter ce bâtiment. Je me souviens avoir pensé, Colette aurait adoré ce moment. Pierre-Édouard a tempêté. Claire a pleuré. Victoire a essayé de se diriger vers la sortie et a été arrêtée gentiment, mais fermement, par 3 amis de Damien, qui se sont simplement placés sur son chemin. Elle n'a pas lutté. Elle s'est effondrée là, dans sa robe à des milliers d'euros, sur le sol de la salle de réception, et a sangloté. Et je sais qu'une personne est censée ressentir quelque chose de complexe face à cela. C'est peut-être ce que j'ai ressenti, quelque part au fond de moi. Mais ce que j'ai ressenti dans l'immédiateté, c'est un poids qui s'enlevait. Le poids de 13 hectares, de 3 générations, de 5 années de manque de Colette et de 18 mois à avaler quelque chose qui avait un goût amer. Tout cela s'est libéré. Si vous êtes déjà entré dans une pièce où vous aviez l'impression de ne pas être à votre place, où vous aviez tout fait correctement et ressentiez quand même ce jugement invisible, vous savez exactement à quoi ressemble la libération de ce poids. Ce moment où la vérité rattrape ce que vous saviez déjà au fond de vos tripes mais que vous ne pouviez pas prouver. Ce moment où la pièce arrête de regarder à travers vous et commence à vous voir réellement. La police est arrivée dans les 20 minutes. Les 3 de Belmont ont été escortés vers la sortie. Pierre-Édouard se disputait encore. Claire se cachait derrière des lunettes noires.
Victoire avait son voile de travers. Certains invités filmaient avec leur téléphone. D'autres se tenaient là, dans un silence stupéfait. Une des cousines de Victoire est venue voir Damien en pleurant, s'excusant, disant qu'elle n'était vraiment pas au courant. L'officiant était parti. Le traiteur attendait, intact. La musique était prête à être lancée. Damien m'a trouvé dans la foule clairsemée, et nous sommes restés côte à côte sans parler pendant un moment. Puis il a dit, « La nourriture est déjà payée, papa. » J'ai regardé autour de moi. Certains invités étaient partis, mais les vrais amis de Damien étaient toujours là. Juliette avait accouru dès l'instant où elle avait entendu parler son mari, Guillaume, à ses côtés. Une poignée de membres de la famille élargie de Victoire avait discrètement choisi de quel côté de la pièce se tenir. Damien a dit, « Je préfère célébrer que pleurer. » Alors, nous l'avons fait. Nous avons mangé. Nous avons mis la musique en marche. Nous avons dansé. J'ai dansé avec Juliette, qui a pris mon visage dans ses mains et a dit, « Maman serait si fière de vous deux, papa. » Et j'ai dû détourner le regard une seconde parce que ça a touché quelque chose de profond et d'indéniable en moi. Honnêtement, si ça avait été moi, 20 ans plus jeune, je ne sais pas si j'aurais pu rester dans cette pièce comme Damien l'a fait. Je ne sais pas si j'aurais pu me tenir immobile pendant la diffusion de ces enregistrements, en regardant la femme que j'aimais réduire mon père à une vulgaire blague pendant que des invités qui nous connaissaient à peine se tournaient pour nous dévisager. Ce genre de sang-froid soutenu, celui qui ne sourcille pas et ne donne pas en spectacle, est une forme de force à part entière. Je veux que vous y réfléchissiez bien. Dans les semaines qui ont suivi, Antoine Dubois a monté le dossier méthodiquement. Damien a fourni chaque enregistrement et document. Les experts médico-légaux ont tout authentifié. L'enquête a révélé ce que nous ne savions pas complètement. Les de Belmont avaient de graves problèmes financiers. Le domaine de Biarritz, les conseils d'administration, la holding, tout cela n'était qu'une façade maintenue en place par des dettes et le genre de crédibilité empruntée qui nécessite une réserve continue de nouvelles victimes. Pierre-Édouard avait des jugements civils contre lui dans 2 autres régions. Claire avait plafonné des instruments de crédit sur 4 comptes différents. Ils avaient besoin de notre terre parce qu'ils étaient désespérés d'une manière qu'ils avaient passé des années à dissimuler. Cela, je l'avoue, m'a donné un sentiment mitigé. Pas de la pitié, exactement, mais une compréhension de la différence entre la cruauté pour la cruauté et la cruauté comme stratégie de survie, adoptée si jeune qu'elle en est devenue une seconde nature. Une femme nommée Patricia Vasseur nous a contactés 3 semaines après le mariage annulé. Elle avait été brièvement fiancée à un associé de la famille de Belmont 4 ans plus tôt. La même stratégie, des questions sur les propriétés de sa famille, des pressions pour partager l'accès aux finances, puis des menaces lorsqu'elle s'est désengagée. Elle a témoigné au procès. 2 autres personnes se sont manifestées avec des récits similaires. La proposition d'accord amiable est arrivée avant le procès. 300 000 € et des excuses publiques officielles en échange de l'abandon de toutes les charges. Damien et moi y avons réfléchi pendant environ 10 minutes. Puis, j'ai dit non. Pas parce que je suis riche et que je n'avais pas besoin de l'argent. Je ne suis pas riche et j'en aurais eu besoin. J'ai dit non parce que certaines choses ne peuvent pas être chiffrées. J'ai dit non parce que Patricia Vasseur méritait de raconter son histoire dans un tribunal. J'ai dit non parce que quiconque viendrait après nous, et il y aurait forcément eu quelqu'un après nous, méritait de ne pas avoir à subir ça. Le procès a duré 2 semaines. La défense a dépeint Damien comme un ex-fiancé vindicatif qui avait fabriqué une vengeance élaborée. C'était un argument créatif, mais il ne reposait sur rien. Vous ne pouvez pas plaider la manipulation face à votre propre voix sur des enregistrements certifiés. Vous ne pouvez pas plaider l'erreur quand vos propres documents sont examinés par des experts en écriture. Vous ne pouvez pas plaider le hasard quand 5 personnes de villes différentes et d'années différentes décrivent une séquence d'événements identiques. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Pierre-Édouard de Belmont, 11 ans de prison. Claire, 7 ans. Victoire, 9 ans. La juge a dit quelque chose dans ses remarques finales que j'ai notées sur un bout de papier que je garde près de la fenêtre de la cuisine, celle qui donne sur la propriété. Elle a dit, le calcul fait par cette famille selon lequel la dignité n'a pas de prix, l'intégrité peut être contournée, et la valeur d'un homme est déterminée par son adresse a été l'erreur précise qui les a conduits ici. Damien est rentré vivre à la ferme, non pas comme un repli, mais comme une décision. Il a dit que la vie en ville, c'était lui en train de passer une audition pour une vie qui n'était pas vraiment la sienne,
essayant d'impressionner des gens qui tenaient les scores d'un jeu auquel il n'avait pas accepté de jouer. Il fait du conseil à distance maintenant. Il s'occupe de la partie irrigation du domaine. Il y a 2 ans, il a épousé une femme nommée Chloé, une experte en agronomie originaire de Mont-de-Marsan, qui est arrivée à leur 3e rendez-vous en chaussures de sécurité et ne m'a jamais, pas une seule fois, fait me sentir comme un meuble dans ma propre maison. Ils se sont mariés ici, sur la terre, sous les noyers, avec 40 personnes qui nous connaissaient sincèrement. C'est le meilleur jour que j'ai vécu depuis Colette. Voici ce que cette histoire m'a appris. Et je ne dis pas ça comme une platitude, mais comme quelque chose que j'ai dû gagner. Les gens qui essaient le plus fort de vous rabaisser sont généralement ceux qui ont le plus peur de ce que vous représentez. Victoire de Belmont ne m'a pas appelé « l'homme à tout faire » parce qu'elle pensait que c'était exact. Elle l'a dit parce qu'elle avait besoin de le croire. Elle avait besoin que je sois insignifiant pour que ce qu'elle faisait reste justifiable à ses yeux, pour pouvoir continuer à se dire que ce n'était pas personnel, que ce n'était pas mal, que c'était juste les affaires. L'erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de mépris, c'est de se remettre en question. De se demander ce qu'ils auraient pu faire différemment pour mériter plus de respect. La réponse est « rien ». Il n'y avait rien à réparer. Le problème n'a jamais été le vôtre. Ce que Damien a compris et que personne d'autre dans cette salle n'a vraiment saisi jusqu'à ce que l'écran s'allume, c'est que la vérité n'a pas besoin de permission. Elle n'a pas besoin du bon moment, ni du bon lieu, ni du bon public. Elle a juste besoin de quelqu'un prêt à se lever et à la laisser parler. Et la question avec laquelle je veux vous laisser aujourd'hui, non pas comme une accusation, juste comme quelque chose à ramener chez vous, est la suivante: Y a-t-il une pièce dans votre vie où vous vous êtes fait tout petit pour rendre quelqu'un d'autre à l'aise? Et si oui, combien de temps comptez-vous continuer à le faire? J'ai 64 ans. J'ai des callosités sur les paumes, un verger de noyer à l'arrière et un fils qui vient dîner 3 soirs par semaine. Je me lève avant le soleil, je travaille jusqu'à ce que mon dos me dise d'arrêter, et je dors comme un homme qui n'a rien à cacher. C'est tout l'héritage que j'ai toujours poursuivi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu laisser derrière moi. Maintenant, avant que vous ne partiez, j'ai besoin de quelque chose de votre part. Laissez un commentaire et dites-moi. Tapez 1 si vous pensez que Damien a eu raison de démasquer les Belmont publiquement lors de la cérémonie, devant tout le monde. Tapez 2 si vous auriez accepté cette offre d'accord amiable. 300 000 €, c'est beaucoup d'argent, et il n'y a aucune honte à le dire. Et tapez 3 si vous seriez ressorti tout droit par ces portes de l'hôtel au moment même où vous avez entendu ces mots, sans jamais vous retourner. Je veux savoir. Je lirai chacun de vos commentaires. Dites-moi aussi d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Quelqu'un sera en train de regarder ceci à 2 h du matin depuis un endroit auquel je ne m'attendrai pas. Et d'une certaine façon, c'est l'histoire dont ils avaient besoin ce soir. Ça compte pour moi à chaque fois. Si cette histoire est venue à vous, si quelque chose ici a résonné en vous de manière authentique, je serai heureux que vous restiez. Je partage des histoires comme celle-ci aussi souvent que je le peux. Abonnez-vous si vous voulez être là pour la prochaine. Ceci est une histoire de fiction inspirée d'expériences émotionnelles réelles, entièrement réécrites et réimaginées dans la région de Bordeaux, en France, pour créer un contenu original. Toute ressemblance avec des personnes, des lieux ou des événements réels est purement fortuite.